Alors, donc deuxième et dernière vidéo sur Rhinocéros d'Eugène Ionesco. Béranger, donc c'est un personnage, j'ai dit un anti-héros, on a défini ce que c'était. Et il est différent évidemment du héros traditionnel. D'abord, il semble paresseux au début de la pièce. Il n'est pas ponctuel, il est détaché des contraintes sociales, il est assez timide avec tout le monde. Il considère que le travail, c'est un fardeau, il a un penchant assez immodéré pour l'alcool. Il réagit aux propos moralisants de gens ou de botards avec un recul total, donc il est plutôt, disons, dans une présence absente. On a l'impression chez lui d'une sorte de malaise existentiel. Hein. Il est vulnérable, il a du mal à se conformer aux règles sociales. Bref, il n'arrive pas à être comme tout le monde. Mais il reste un homme au milieu des monstres. Et c'est d'abord par sa faiblesse qui fait de lui un personnage touchant et susceptible de se révolter et d'agir qu'il devient un héros, en fait. Et c'est par là, Ionesco suscite chez le spectateur un sentiment de sympathie. Au début même, si vous avez bien lu la pièce, la fascination de ses concitoyens pour les monstres, donc pour le fascisme, à l'acte 2, pour lui c'est quelque chose de passager. C'est avec le temps, c'est qu'à la fin de la pièce, après avoir surmonté son propre désir lui-même de conformité, qu'il va se rebeller, et du coup, la carabine à la main, il va essayer de se rebeller contre la monstruosité. Et l'image finale de l'acte 3, c'est l'homme, le dernier homme seul face à tous, hein, qui combat, qui résiste, qui essaye en tout cas. Alors, c'est un récit qui est très intéressant, parce que c'est un récit qui est symbolique, il utilise beaucoup de symboles, il reprend la thématique de la transformation kafkaïenne, et il met en évidence l'idée qu'il y a un échec du langage fondamental entre les hommes, souvent. Il montre l'impossibilité de communiquer entre les personnages, dans les dialogues qu'ils ont les uns les autres. Et finalement, Béranger, c'est le seul détenteur de la parole. Le rhinocéros représente la force brute, brutale, grotesque, et qui favorise en fait la destruction. Et là encore, on est dans une thématique du théâtre de l'absurdité. En fait, la rhinocérite, c'est le refus de l'homme et de la civilisation. C'est au fond le refus de l'humanisme. D'ailleurs, dans les faux arguments que développe Jean au début de la pièce, on reconnaît bien tous les arguments utilisés en général par le fascisme, notamment par exemple sous Vichy, par exemple l'exaltation de la force, la négation de l'individu, voilà. Dans le fascisme, le totalitarisme, d'une manière générale, vous avez toujours une réduction, non seulement des idées, mais aussi du langage. George Orwell le montre très bien en 1984, là encore, un grand classique à lire, si vous voulez avoir un peu de bagage culturel. On voit bien quand même la monstruosité, le fascisme, au début, ça effraie les gens dans la pièce, et puis au bout d'un moment, finalement, ça finit par susciter leur intérêt, puis la fascination. Et tous les personnages, sauf Béranger, se laissent prendre au jeu de la séduction de la force. Jean se métamorphose carrément par plaisir, Dudard par conformisme, et puis Daisy par attrait pour la beauté, pour leur beauté en fait. Et Béranger lui-même, dans le monologue final, est attiré par leur puissance et décide quand même de résister. Voilà. Voilà, pour en terminer, je dirais que
le théâtre de Ionesco, c'est un théâtre de dénonciation sociale, finalement. Il y a une petite tentation moraliste là-dedans. Euh, D'ailleurs, il avait critiqué Bertolt Brecht et son théâtre social, mais finalement, il a fait un peu la même chose, notamment dans cette pièce avec Béranger, qui est un personnage qui revient plusieurs fois, notamment dans Tueur s'engage, une pièce écrite en 1959. Euh, c'est la pièce Rhinocéros qui va le faire accéder au Grand Théâtre parisien. Et il y a un critique du Times qui avait dit enfin une pièce de Ionesco entièrement compréhensible. Voilà. Donc, l'œuvre de Ionesco d'ailleurs va pas cesser de s'assombrir jusqu'à la fin. Il fait partie de ce qu'on appelle le nouveau théâtre. Hein. À partir des années 50, là, il y a un renouveau de la dramaturgie, enfin, oui, de la dramaturgie finalement, avec, euh, avec Brecht, et surtout avec Samuel Beckett. Et ces dramaturges-là refusaient le théâtre psychologique, voire philosophique parfois, c'est-à-dire voilà, les subtilités de langagières de Giraudoux, les facilités un peu aussi de Sartre, les pièces à message de Camus, etc. Et leur credo, c'était l'idée que, comme le dit Artaud, Antonin Artaud, dans Le théâtre et son double, la scène est un lieu physique et concret qui demande qu'on le remplisse et qu'on lui fasse parler son langage concret. Voilà. Le nouveau théâtre, donc, c'est le démantèlement des principes dramaturgiques liés depuis Aristote, qui régissent le théâtre depuis Aristote, le théâtre occidental, avec une action bien définie, progressivement menée, etc. Eux vont substituer une série de rencontres, de hasards, de répétitions, d'absurdités, de fantastique, des héros psychologiquement cohérents, ou des personnages sans épaisseur et sans identité. On va passer à des personnages, des anti-héros qui vont se métamorphoser. Voilà. Et ce qui est le plus intéressant, et notamment chez Beckett, il faut lire Beckett aussi, hein, encore une fois, c'est d'ailleurs presque ce qu'il y a de plus profond chez Beckett, c'est l'idée d'incommunicabilité entre les êtres. On le voit bien dans son théâtre, des êtres qui, loin d'accéder à une vérité par son entremise, en fait, ils ne parviennent plus qu'à se répéter et à faire des phrases toutes faites, ou alors partir dans des colères, etc. Voilà. Selon l'UNESCO, le théâtre, tout est langage au théâtre. Ce que d'ailleurs ont bien compris ces gens du théâtre, ces auteurs du théâtre des années 50. Il faut y ajouter Jean Genet aussi. Euh, Chez Beckett, par exemple, il y a une utilisation de la didascalie, vous savez, l'indication en général est écrite en italique, qui est une indication à l'endroit du metteur en scène et des acteurs. Les didascalies sont parfois extrêmement longues chez Beckett, et même plus longues que le texte parfois. Parce que tout simplement, d'abord, il se méfiait de la prise de pouvoir des metteurs en scène et de leur tendance à vouloir s'approprier le texte. Et puis, ils voulaient assumer complètement le sens de leur création. Donc, voilà, pourquoi pas, hein. Euh, voilà. Donc, je pense que là, on a, franchement, si avec tout ça, vous n'avez pas de quoi faire euh, un bon devoir, au moins vous avez le contexte général, euh, vous avez des éléments historiques, etc. Maintenant, si vous avez des questions sur un texte plus précis, je peux aussi prendre le temps d'y répondre, peut-être par mail plutôt, hein, mais voilà. Donc,
En tout cas, bon courage pour votre devoir. N'hésitez pas à me recontacter pour les autres. Même chose, hein, si vous voulez me contacter par mail pour me poser des questions comme Frodi, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis restez chez vous, hein. Salut.